Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, notre territoire en vie pour cette troisième chronique avec le professeur Sébastien Bourdin. Bonjour d'abord, professeur Sébastien Bourdin. Bonjour Eric. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour donc à toutes et à tous. Et donc on va parler donc des transitions dans le cadre de cette troisième chronique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par transition? Moi j'avais noté un article qui est sorti, que vous avez publié il y a pas très longtemps, en 2024, sur le problème du méthane et sur la méthanisation. Et j'ai trouvé super intéressant cet aspect d'acceptabilité sociale pour le biométhane, pour la biométhanisation, pour les projets en tout cas. Et on aura l'occasion d'en parler, mais je vais laisser la parole à Pierre-Emmanuel qui va évoquer ça. C'est un spécialiste, Pierre-Emmanuel, beaucoup plus de ces aspects-là. Pierre-Emmanuel, tu as la parole pour discuter avec Sébastien Bourdin. Merci Bernard. Donc, avant de parler de méthanisation, peut-être essayer de cerner qu'est-ce que c'est la transition énergétique. Est-ce que déjà le mot transition est bien choisi? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas plus d'urgence que ce simple glissement progressif dans cette mutation peut-être énergétique. Donc, comment peut-on la définir? Et puis peut-être on éclaircira ensuite qu'est-ce que c'est que la méthanisation. Alors effectivement, on parle de transition énergétique, mais je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait parler de transformation énergétique. On a aujourd'hui besoin d'une transformation énergétique et non pas d'une transition énergétique. La transition énergétique, l'idée de transiter, de transitionner, ça serait de passer d'un modèle à un autre de manière un peu dans le temps, quoi. Voilà, de prendre le temps. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que on n'a plus le temps, et les derniers rapports du GIEC nous disent vraiment qu'on n'a plus le temps. Donc effectivement, il faudrait quand même préférer le terme de transformation énergétique à transition énergétique. Maintenant, s'il fallait la définir, je commencerai par dire que la plupart des personnes oublient une partie de la définition. Donc la transition énergétique, ça dessine deux choses. Un, le passage d'un modèle énergétique qui est basé sur les énergies fossiles, donc aujourd'hui pétrole, gaz, charbon, enfin, à un modèle plus durable qui est basé sur les énergies renouvelables. Donc ça, c'est la première partie de la définition. Donc on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et la deuxième partie de la définition, et pour moi qui est la plus importante, c'est aussi aller vers une meilleure efficacité énergétique. C'est-à-dire que c'est pas le tout de passer d'énergie fossile à énergie renouvelable, il faut aussi améliorer notre efficacité énergétique. Donc consommer moins et consommer mieux et consommer consommer différemment. Or aujourd'hui, on oublie souvent ça. Et en fait, voilà, les objectifs de cette transition, ils sont évidents, hein, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la dépendance aux énergies fossiles, et puis favoriser aussi l'indépendance énergétique des territoires. Et la guerre en Ukraine nous fait dire qu'on a besoin de diversifier nos sources d'énergie et de pas être dépendant d'énergies fossiles qui sont produites par des pays qui sont pas. Effectivement, cette meilleure efficacité énergétique, elle concerne à la fois l'industrie, elle concerne les territoires et les citoyens, en fait. Oui, effectivement, c'est l'efficacité énergétique, c'est réduire la consommation dans l'industrie, puisque c'est la plus consommatrice en énergie. Donc, c'est-à-dire développer des technologies qui vont être moins consommatrices en énergie pour l'industrie. C'est réduire aussi, aller vers l'efficacité énergétique des transports. Comment on fait pour parcourir plus de kilomètres avec moins d'énergie. Et puis l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Là aussi, c'est un vrai sujet, et c'est pas qu'un sujet environnemental, l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Aujourd'hui, on a des vrais passoires énergétiques, et qui habitent dans ces passoires énergétiques? Les ménages qui n'ont pas les moyens d'habiter dans des logements, bâtiments basse consommation, tout neuf, tout frais, etc. Et donc, si on adresse
la question de l'efficacité énergétique des bâtiments, non seulement on lutte contre le changement climatique, mais on lutte aussi contre la précarité énergétique et donc on améliore aussi le pouvoir d'achat des personnes qui dépensent beaucoup d'argent dans de l'énergie qu'ils achètent d'ailleurs de plus en plus cher. Donc il y a aussi un enjeu social derrière cette transition énergétique. Alors, dans le passage aux énergies renouvelables, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut parler un peu plus spécifiquement de la méthanisation qui d'ailleurs nous concerne beaucoup en Bretagne? Alors oui, effectivement, il y en a plusieurs. Il y a le solaire, l'éolien, l'hydrogène, la géothermie et la biomasse. Et donc, avec la biomasse, on peut faire de la méthanisation. Donc la méthanisation, je vais vous passer les détails techniques, mais juste en une phrase, en gros, c'est un processus naturel de dégradation de matière organique par des bactéries en l'absence d'oxygène. Et donc, ça veut dire que on va mettre de la biomasse. Donc cette biomasse, ça peut être des déchets verts, des déchets agricoles, des déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Donc tout ça, on le met dans un méthaniseur par un processus dit de digestion anaérobie, donc de dégradation par des bactéries en absence d'oxygène. Eh bien, on va produire deux types d'énergie, du biométhane et on va produire aussi un digestat. Donc le biométhane, on va pouvoir l'injecter directement dans le réseau de gaz, ou alors on peut s'en servir comme carburant, c'est ce qu'on appelle du bio-GNV. Donc il y a beaucoup de bus dans les métropoles, dans les grandes villes qui roulent au biométhane aujourd'hui. Et puis le biométhane, on peut l'injecter directement dans le réseau de gaz. Et donc si vous achetez par exemple, si vous prenez l'option gaz vert sur votre facture de gaz, eh bien ce gaz vient Par la méthanisation, on produit du méthane. L'utilisation du méthane comme biogaz est intéressante par rapport au gaz naturel, mais ça amène à peu près à la même consommation de CO2. Donc apparemment, on ne règle pas le problème de l'effet de serre. Alors effectivement, il y a beaucoup de controverses sur le lien entre production de biométhane et impact environnemental. Il y a des études qui sont assez contradictoires. Certaines disent que le biométhane, c'est une énergie renouvelable qui remplace les énergies fossiles et du coup, il y a moins de réduction d'émissions de CO2. Et d'autres études qui montrent au contraire que cette production de biométhane génère aussi un impact carbone et ne résout pas tout le problème. Donc là, alors moi du coup, je prends ma casquette de chercheur en sciences humaines et sociales. J'ai du mal à me positionner vis-à-vis de ces études qui sont plutôt en sciences dures. Ouais, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie controverse sur le biométhane est-il plus avantageux en termes d'émissions de carbone que les énergies fossiles. Il y a une vraie controverse, en tout cas, sur les chercheurs sur le sujet en sciences dures. Ouais. Une autre question par rapport à votre publication. Vous parlez donc de l'acceptabilité sociale de la biométhanisation. Qu'est-ce que vous entendez par acceptabilité sociale? L'acceptabilité sociale, c'est un sujet d'actualité. En fait, l'acceptabilité sociale, c'est le niveau d'approbation des citoyens vis-à-vis d'une unité de méthanisation. Et on pourrait dire la même chose de l'acceptabilité sociale de l'éolien, parce que l'éolien, par le passé, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, a du mal à être accepté par la population. Je dois dire que dans la littérature scientifique, on utilise le terme d'acceptabilité sociale, mais dans tous mes articles en conclusion, je dis que j'aime pas le terme et que je préférais utiliser le terme d'appropriation locale. Si on utilise le terme d'acceptabilité sociale, ça veut dire que au final, on cherche à tout prix à ce que les citoyens acceptent cette énergie. Et il y a une forme on les pousse à. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt mettre en place des actions qui vont chercher à ce que les citoyens s'approprient l'énergie qui va être produite localement et s'approprient le projet, alors que ça soit de l'éolien ou là, ici, de la méthanisation. Et donc, je préfère utiliser le mot d'appropriation locale. Or, cette appropriation locale, elle est surtout liée, aujourd'hui, ces problèmes d'appropriation locale ou d'acceptabilité sociale, ils sont surtout liés à des manques de concertation avec les citoyens. Et ces citoyens se sentent pas concernés, se sentent pas concertés surtout, et forcément, ça génère du conflit au niveau local.
Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que ces projets soient mieux. Justement, un commentaire, c'est qu'effectivement, d'où l'opportunité de projets citoyens, notamment sur l'éolien ou bien sur les panneaux photovoltaïques, qui d'ailleurs sont en train de se développer et qui du coup présentent l'avantage de ne pas engendrer de rejet, puisqu'ils sont issus des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, c'est une super idée et je suis très étonné encore aujourd'hui, malgré une filière qui a maintenant environ une dizaine d'années, la filière de biométhanisation, que ça soit pas quelque chose qui soit davantage utilisé. Aujourd'hui, enfin un des aspects qui est souvent revendiqué à juste titre par les opposants à ces projets-là, c'est que l'argent qu'on fait avec la production du biogaz, ça redescend pas sur le territoire. Ça part au siège, quoi. Ça part au siège de l'entreprise. Euh, un moyen de faire en sorte que les citoyens s'approprient au niveau local ces projets-là, c'est de les impliquer. Et donc l'implication, ça passe, alors non seulement, comme je l'ai dit auparavant, par des consultations publiques, par des ateliers participatifs, par des consultations avec les acteurs locaux, mais aussi par des projets citoyens. C'est-à-dire que le citoyen devient en quelque sorte actionnaire du projet et s'il y a des revenus qui sont générés par ce projet-là, le citoyen pourra bénéficier aussi de ces revenus-là. Et donc on a une forme aussi de compensation économique aux éventuelles externalités, donc aux éventuels impacts économiques que pourrait avoir la production de ce biogaz. Alors, sur notre territoire, la LEC des Vallons de Vilaine, d'ailleurs, fait même de l'accompagnement sur ces projets, souvent auprès de collectifs et souvent d'associations qui sont constituées et en mesure de fédérer des groupes suffisamment importants. Et c'est un point positif à noter, cet accompagnement. Oui, effectivement, dans les Vallons de Vilaine, il y a des projets phares, Agribioénergie à Bourg-des-Comptes, Métavallon à Guichen, etc. Donc il y a effectivement des projets qui sont portés par souvent des collectifs d'exploitants. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à accompagner à la fois ces exploitants, ces porteurs de projets pour que les projets perdurent dans le temps, mais aussi accompagner les citoyens de façon à ce que finalement chacun y trouve son compte dans des projets qui sont avant tout portés par des agriculteurs et dont les bénéfices ne vont pas directement tout de suite aux citoyens. Donc il faut que le citoyen y retrouve aussi son intérêt. Les mêmes sujets qui se déclinent sur les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous intervenez plus spécifiquement? Oui, aussi, notamment sur les éoliennes offshore, donc les éoliennes en mer. C'est un sujet qui est aussi d'actualité, en particulier en Normandie, puisqu'on a un grand trait de côte. On a 3 projets d'éolien, 3 grands projets d'éoliennes en mer, par exemple au large du Tréport, là où je suis intervenu. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de comprendre aussi comment ces projets-là peuvent avoir un impact positif aussi sur l'environnement, sur l'économie locale, sur l'emploi, etc., etc. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est aussi donc un littoral qui est très touristique et forcément ces éoliennes sont vues comme une menace pour l'économie touristique. Quand on vend un coucher de soleil sur la mer, on vend pas un coucher de soleil sur la mer avec des éoliennes qu'on voit au loin et qui viendraient gâcher le paysage. Et c'est la même chose pour l'économie de la pêche, qui est aussi très prégnante en Normandie. Et donc, là aussi, se posent des questions avec des articles scientifiques qui disent que non, ça pose pas de problème, et d'autres qui disent que ça pose beaucoup de problèmes. Donc aussi, là, beaucoup de controverses, justement sur comment ces éoliennes en mer viennent ou pas modifier les écosystèmes marins et sous-marins. Et là, c'est un vrai sujet. Et donc, les pêcheurs, on comprend aussi qu'ils ne soient pas d'accord. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'accompagner à la fois ces pêcheurs, cette industrie du tourisme, pour voir comment on peut développer des projets qui soient un peu plus
moins impactant et plus inclusif en quelque sorte. Sébastien, où est-ce que l'on en est pour ce qui concerne les hydroliennes, avec les problèmes que ça peut poser aussi sous l'eau? Les hydroliennes, c'est un vrai sujet aussi, alors que ce soit en Bretagne ou en Normandie, hein, là aussi, il y a une vraie polémique sur les hydroliennes. Alors dans le Raz Blanchard, hein, c'est un site qui est devenu stratégique, donc le Cap de la Hague, les îles Anglo-Normandes, etc. Et il y a aussi des gros problèmes aujourd'hui d'acceptabilité. Et ces problèmes d'acceptabilité des hydroliennes, que ce soit en Normandie ou en Bretagne, sont surtout liés à l'impact sur les activités maritimes locales. Donc encore une fois, cette pêche et la navigation aussi, d'une manière générale, c'est pas seulement que la pêche, aussi la navigation. Et puis la compétition pour l'espace marin en général, c'est-à-dire que ces activités hydroliennes, elles peuvent venir perturber les itinéraires soit maritimes, la logistique portuaire, mais aussi elles peuvent avoir des effets sur la faune marine. Le fonctionnement des turbines, il peut générer forcément Ouais, tout à fait. Ouais. sous-marins et affecter certaines espèces, donc les mammifères marins, les poissons migrateurs. Et ça aussi modifie les courants marins. Alors bien que ça soit limité, ça modifie d'une manière ou d'une autre les écosystèmes locaux. Et il y a beaucoup d'inconnus sur cette technologie qui, certes, a beaucoup d'intérêt en termes de production énergétique, mais ces inconnus font que, voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui aussi, ouais. Je me posais simplement une question par rapport au... Vous allez me dire, peut-être on est un peu hors sujet, mais que pensez-vous de l'utilisation du nucléaire à des fins énergétiques? Question subsidiaire. Absolument. Une énergie propre. Oui, La c'est ça. réponse est plutôt oui, dans le sens où il n'y a pas de rejet d'émissions carbone dans l'atmosphère. Donc, en tout cas, selon le GIEC, c'est considéré comme une source d'énergie décarbonée et stable. Maintenant, se posent plusieurs, donc c'est énergie bas carbone pour la transition énergétique, donc ça émet pas de carbone CO2, donc du coup ça joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Et d'ailleurs, la France, le parc nucléaire français permet à la France d'émettre moins de CO2 par habitant que les voisins européens qui sont fortement dépendants du gaz et du pétrole. Ouais. C'est une énergie qui est stable et pilotable, donc production en continu, stabilité du réseau électrique, et finalement on a une sorte d'indépendance énergétique et globalement les coupures sont quasi inexistantes. Donc ça, c'est sur les points positifs. Maintenant, Mais il y a des négatifs. il y a celui du problème des déchets radioactifs. Oui. Le nucléaire génère des déchets qui sont des déchets à très longue durée de vie, et leur gestion reste un défi. Aujourd'hui, on a des stockages en surface pour les déchets de faible activité, mais la plupart sont enfouis de manière profonde. Je pense au projet CIGEO en France, pour les projets les plus dangereux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait des déchets radioactifs? On ne sait pas quoi en faire, donc on les enfouit. Donc même si on les enfouit dans des caveaux, en essayant de minimiser le risque existe malgré tout. Il y a aussi le risque d'accident. Tchernobyl 86, Fukushima 2011. Donc le risque zéro n'existe pas, même si la sûreté s'est fortement améliorée. Voilà, ça reste toujours un problème. Et puis on voit avec la crise en Ukraine, un des leviers pour Vladimir Poutine, c'est de dire attention, moi je peux vous envoyer demain une bombe sur une centrale nucléaire ukrainienne. Donc il y a aussi un risque géopolitique avec ça. Et puis après se pose dans les points négatifs le coût élevé de ces nouvelles infrastructures. Construire une centrale nucléaire, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. L'EPR à Flamanville en France, qui a été initialement prévu pour 2012, vient de voir le jour. On est en 2025. Donc il y a des dépassements et des retards de dépassement qui entraînent des coûts forcément très importants. Donc voilà, il y a des pros et des contre. Et du coup, moi, je mets ma casquette de Normand en disant... On vous comprend. Pour moi, c'est une énergie qu'il faut évidemment... Parce que elle produit... elle doit faire partie du mix énergétique, mais c'est une énergie sur laquelle on ne doit pas reposer exclusivement. Ouais. J'assistais il y a 1 an à une conférence d'un labo qui travaille sur le nucléaire.
des chercheurs travaillent sur le traitement, plutôt que d'enfouir, le traitement des isotopes radioactifs. Et donc actuellement c'est à l'étude pour essayer de régler ce problème important des déchets, indépendamment du coût effectivement qui est très élevé, du problème de conflit. On a fini cette troisième chronique, Sébastien, Eric et Pierre-Emmanuel, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment des transitions alimentaires. Et donc on vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Au revoir Sébastien, au revoir Eric, au revoir Pierre-Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Free audio post-production by alphonic.com.